Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Donc nous allons aborder, alors en réalité j'aimerais dire la dernière vidéo, mais c'est pas vraiment la dernière, en tout cas la dernière vidéo type bac du thème numéro 1, à savoir donc constitution et transformation de la matière. Et donc dans cette toute dernière vidéo type bac en tout cas du thème numéro 1, après donc vous pourrez passer à un autre thème, donc le thème 2, puis le thème 3, puis le thème 4. Donc dans cette dernière vidéo, donc on va s'intéresser tout simplement à un exercice très classique de chimie de synthèse. Donc là pour le coup on va traiter en entier. Il s'agit tout simplement de la synthèse d'un verre de malachite. Ok, donc je vous mets tous les documents, donc ça fait 4 pages pour le coup. Mettez la vidéo en pause, posez-vous bien, là ça va prendre du temps, on va bien redétailler certaines notions encore. Vous allez voir, il y a même des choses de base qui vont revenir, à savoir oxydoréduction par exemple. Donc voilà, ça va permettre de croiser plusieurs chapitres comme ça, cet exercice de chimie de synthèse que je trouve assez pertinent niveau premier. Bah, sur ce donc correction, alors on va aller assez vite quand même sur certaines choses parce que l'exercice est long et donc on va pas traîner sur des définitions, des choses comme ça. Et donc bah là pareil, s'il y a un point que vous n'avez pas capté tout ça, essayez de tout d'abord lire l'énoncé. Voilà, ça c'est vraiment des choses, c'est très important. Et après, on va essayer de faire les choses quand même bien. Alors donc, première partie, synthèse du verbe malachite. Ok, partie 1, donc on va réaliser la question numéro 1. Choisir parmi les montages suivants celui qui permet de réaliser un montage à reflux. Un chauffage à reflux plutôt. Ok, donc un chauffage à reflux, le principe c'est quoi? C'est tout simplement on fait chauffer dans un ballon un produit, ok, en tout cas des réactifs qui vont permettre de former des produits, mais tout en permettant un refroidissement, tout en ayant un refroidissement à l'intérieur. Et donc au sein de ce chauffage à reflux, on va pouvoir constater la présence de tuyaux qui vont pouvoir venir tout simplement contre les parois du réfrigérant afin de faire circuler de l'eau. Bon, donc ici le montage qui permet bien évidemment de faire un chauffage à reflux, c'est tout simplement le schéma A. Et derrière sur ce schéma A, donc là c'est l'objet de la deuxième question, on reconnaît différents éléments. Donc premier élément c'est le réfrigérant. Ensuite, deuxième élément, c'est tout simplement, donc ici vous avez un ballon, ok, voilà. Alors ici il n'est pas, là la façon dont il est dessiné, c'est un ballon classique, mais on peut parfois avoir un ballon bicolore. Voilà, ici on est juste sur un ballon. Troisième élément, donc on a un chauffage, ok, ou bien un chauffe-ballon, pour être plus précis. Et quatrième élément, donc on a tout simplement un support élévateur, ok, c'est le fameux chariot qui permet d'élever votre ballon et tout chauffage, ok. Voilà, donc là on a traité deux questions en une, je suis désolé, mais voilà, c'est que bon, les deux questions pour moi elles vont ensemble en fait. Donc bon, de toute manière c'est distingué, comme on peut voir la question 1 et la question 2. Mais voilà, donc on a traité deux en un, donc c'est plutôt pas trop mal. Alors ensuite question 3, donc là c'est on rentre dans les choses sérieuses. Donc là, chose très sérieuse. Donc, on vous demande de reproduire sur votre copie les formules du benzaldéhyde et de l'acide benzoïque. Puis, pour chacune, entourer le groupe caractéristique et l'associer à une famille de composés. Okay, donc, voilà le genre de questions qui tombent très souvent en bas. Donc, je recopie rapidement mes deux molécules. Okay, et ensuite, on va tout expliquer comme il faut. Donc, voilà. Donc, les deux formules que vous pouvez voir. Donc, dans une formule semi-développée que vous pouvez voir avec le schéma, avec la molécule, avec tout simplement le nom de la molécule à droite. Donc là, le but c'est d'entourer le groupe caractéristique et de l'associer à une famille de composés. Donc le groupe caractéristique, bon là on vous a tout donné en fait dans la consigne, c'est vraiment ce que vous allez entourer. Ok, donc si ça n'a si par exemple ça fait partie du groupe des carbonyles, si c'est de l'hydroxyle, ou si c'est un groupe au contraire d'un carboxyle. Ok, bravo. Donc là, ici, on va commencer par la molécule de benzaldéhyde. Ok. Donc là, tout simplement, sur cette molécule de benzaldéhyde, qu'est-ce que je peux constater au niveau de cette molécule? Donc, du coup, ce que je peux constater, c'est ceci. La présence de ce groupe CHO. Ok. Enfin, plus précisément, du groupe que vous voyez ici. Donc ici, c'est un groupe carbonyle. Et au sein de ce groupe carbonyle, on a la présence d'un aldéhyde. Ok. Alors, pourquoi aldéhyde? Parce que tout simplement, j'ai un oxygène qui va être relié à un carbone, et ce carbone, il va être relié à un hydrogène et à un autre carbone, ok. Et que là, en plus, on est en bout de la molécule, ok. Alors pareil, là, on aurait pu, dans ce cas-là, si ça aurait été une cétone, on aurait un oxygène qui est lié à un carbone, ce carbone, il serait lié à un autre carbone, et celui-là, toujours, il serait lié à celui-là, ok. Donc on aurait deux carbones de part et d'autre de ce carbone. Tandis que là, on a un carbone qui est lié à un hydrogène, et ce carbone toujours est lié à un autre carbone. Donc ici, on a la présence d'un aldéhyde. Ok, voilà. Et donc le groupe caractéristique que je viens d'entourer, c'est un carbonyle. Ensuite, pour l'acide benzoïque, bon, là déjà dans le nom, vous dites quoi? Il y a acide, il y a oïque. Donc vous êtes dans un groupe
enfin vous savez que vous êtes à la famille des acides carboxyliques, première étape. Et deuxième étape, souvent c'est le nom c'est le nom du groupe caractéristique, vous avez un peu de mal à mémoriser. Donc c'est le groupe ici des carboxyles, ok, par la famille des acides carboxyliques. Donc pour le groupe caractéristique, donc groupe des carbonyles, carboxyles plutôt, vraiment. Et bah il est là, ok, j'entoure juste là. Donc on a un carbone qui est lié à une liaison OH, ok, un groupement OH, et ce carbone toujours est lié par une liaison double à un oxygène. Donc caractéristique, encore une fois, du groupe carboxyle, qui est lui-même caractéristique d'un acide carboxylique. Ok, ça fait partie de la famille des acides carboxyliques. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. C'est tout. Alors là, pareil, bah tout simplement, soit vous mettez la famille, comme j'ai fait là, voilà, tout simplement, ou soit vous faites une petite phrase. Donc, comment dire, le benzaldéhyde, il a un groupe, enfin, donc, il a un groupe, enfin, tout simplement, sa famille chimique, c'est un aldéhyde, et l'acide benzoïque, sa famille chimique, c'est un acide carboxylique. Voilà, on peut faire comme ça pour faire simple. Question 4. Ah, retour de redox. On va s'amuser un petit peu. Donc, après avoir défini ce que c'est qu'une oxydation, justifier le passage tout simplement du benzaldéhyde donc à l'acide benzoïque après, enfin, justifier que le passage plutôt du benzaldéhyde à l'acide benzoïque est une oxydation. Bon, alors redox, on va se rappeler un petit peu parce que ça fait un petit moment aussi redox, hein, avec tableau d'avancement, là c'est 2 chapitres, ça fait bien longtemps qu'on les a pas manipulés, donc on va le refaire. Donc, pour tout simplement redox. Donc vous savez qu'une réaction de réduction, elle se caractérise par un transfert d'électrons. Permettant de passer tout simplement d'une forme de molécule ou d'atome à un autre. Ok, bravo. Et donc du coup, pour une réaction de cytoréduction, donc on a besoin comme ça de 2 couples oxydants-réducteurs. Ok. Et donc, l'oxydant c'est quoi? C'est tout simplement l'espèce chimique qui va être capable de céder un ou plusieurs électrons. Et le réducteur, c'est l'espèce chimique qui va être au contraire capable de récupérer un ou plusieurs électrons. Ok, ça ce n'est rien plus que le cours. Donc ainsi, par définition, tout simplement le fait que on est un oxyde, le fait donc qu'on ait une réduction, c'est quoi? C'est que tout simplement on va gagner des électrons. Tandis qu'une oxydation, c'est quoi? Ça va être une perte d'électrons au contraire. Et après donc, pour justifier que le passage justement du benzaldéhyde à l'acide benzoïque est une oxydoréduction, enfin est une oxydation, je vais y arriver, et là on va servir tout simplement du petit schéma qui est au-dessus et un petit peu de l'énoncé. Donc rapidement pour l'énoncé, juste au-dessus du schéma, donc on dit qu'un des réactifs de la synthèse est le benzaldéhyde, et donc le benzaldéhyde est susceptible de s'oxyder à l'air, donc en acide benzoïque, lorsque le flacon est ouvert. Ok, c'est pour ça qu'on va éviter de le laisser ouvert afin d'éviter cette oxydation. Et donc la transformation représentée ci-dessous, tout simplement permet de montrer justement cette transformation donc, du benzaldéhyde en acide benzoïque. Donc il convient donc de vérifier la pureté du benzaldéhyde avant d'utiliser comme réactif. Ok, bravo. Alors du coup, comme c'est représenté avec par le schéma ci-contre, et on va pouvoir comme ça en déduire sa formule, ce coup-ci, sa formule brute. Ok, bravo. Puisque j'ai assez développé, on va pouvoir déduire à chaque fois la formule brute. Allez, donc le benzaldéhyde. D'abord, je veux déterminer sa formule chimique. Zéhyde. Donc sa formule chimique, on regarde là. Donc d'abord la formule chimique donc brute du molécule, qu'est-ce qu'on fait? D'abord il vous faut les carbones. Donc on met les carbones en premier. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 carbones. Donc ça fait C7. Ok. Ensuite je mets les hydrogènes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc C7H6. Et après je mets tout le reste par ordre croissant. Enfin par ordre alphabétique plus précisément. Donc ici j'ai un oxygène. Donc ça fait O. Voilà, donc ça fait C7H6O. Pareil pour l'acide benzoïque. Donc acide benzoïque. Pour sa formule chimique, donc là d'abord je commence par les carbones, ensuite les hydrogènes et je mets le reste. Donc le carbone, regardez j'ai combien de carbone. Donc pour les carbones, regardez. Donc on va compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a un nouveau C7. Pour les hydrogènes, donc là, pareil je mets l'hydrogène derrière, je compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 hydrogènes. Et pour l'oxygène, donc là je vais compter, j'ai 1, 2 d'oxygène. Ok? Parce qu'après j'ai pas d'autres atomes. Donc là, l'étape suivante c'est quoi? C'est d'écrire l'équation d'oxydoréduction pour ce couple-là, ok? Entre le benzaldéhyde et l'acide benzoïque. Ok? Afin de prouver justement qu'on a bien oxydation. Et donc si dans l'équation d'oxydoréduction je vois que tout simplement, je vois il y a des électrons qui s'en vont, ça veut dire que on a bien l'oxydation. Alors, du coup, c'est parti, j'identifie c'est quoi rapidement. Donc là, ici, benzaldéhyde, c'est ce qu'on appelle
l'oxydant, et l'acide benzoïque, c'est le réducteur. Ok. Donc du coup, pour l'équation d'oxydoréduction, la demi-équation, donc on aura C7H6O plus justement égale donc le réducteur. Donc C7H6O2. Et donc là, la vraie question, vous allez me dire, mais du coup, où je place ces électrons, que je gagne ou que je perds. Donc du coup, les électrons ils vont se placer avec les réducteurs. Donc là, ici on aura E-. Et après, non, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper du nombre. Ok. Voilà. Chose très importante que vous devez avoir en tête. Quand vous allez faire une équation d'oxydoréduction, il faut équilibrer tous les atomes. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, dans un premier temps, on va équilibrer tous les atomes. Voilà, si besoin, on ajoute de l'eau, tout ça. Et après, donc, de là, je m'occuperai des électrons et des charges. Ok. Donc là, au niveau des carbones, j'ai 7 carbones de part et d'autre de l'équation. Donc ça, c'est bon. Pour tout simplement les hydrogènes. Donc, j'ai 6 carbones. Ici, j'ai 6 hydrogènes. Et là, j'en ai 6. Jusque-là, on est bon. En revanche, pour l'eau, là, j'ai tout simplement, pour l'oxygène plutôt, j'ai un atome d'oxygène ici et 2 atomes d'oxygène ici. Donc, pour équilibrer, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais compléter avec une molécule d'eau. Ok? Donc, ça fera H2O. Donc, comme ça me permettra d'ajouter de l'eau. Mais, du coup, comme j'ai équilibré en ajoutant de l'hydrogène, de l'eau ici, c'est-à-dire j'ai ajouté 2 atomes d'hydrogène ici. Donc, ils vont être présents de l'autre côté de la réaction sous forme d'ion hydrogène, H+. Et du coup, en combien de nombres? Là, on refait le compte. Donc là, pour l'oxygène, on a dit que c'est équilibré, on a bien le bon nombre de part et d'autre. Donc c'est maintenant l'hydrogène que j'ai bougé. Donc là, j'en ai ajouté 2 en plus, ça fait 8. Tandis que là, ici, l'hydrogène, j'en ai 6. Donc là, j'ajoute les ions hydrogène, et j'en ajoute 2, comme ça me fait 8. Donc ça fait 2 H+. Jusque là, on est d'accord. Mais, maintenant que tous les atomes sont équilibrés, ils sont en bon nombre. 7 carbone, 8 hydrogène, comme vous pouvez voir là et là. Et donc tout simplement 2 oxygènes, comme vous pouvez voir là et là. Et maintenant, troisième étape consiste à tout simplement voir le nombre d'électrons que je vais mettre. Comme là, j'ai 2 H+, et que là, donc j'ai pas de charge, c'est neutre. Et là, ici, il faut que ça soit neutre. Donc, combien de charges je dois mettre en négatif pour arriver à 0, sachant que j'ai 2+. Et j'en mets 2-. Donc, ça fera 2 électrons. Et voilà, donc j'ai la demi-équation d'oxydation. Ok. Donc, dans le cas du benzaldéhyde en tout simplement l'acide benzoïque. Ainsi, donc, l'oxydation donc du benzaldéhyde en acide benzoïque entraîne donc une perte de 2 électrons. C'est donc une oxydation. Alors même, on va être plus précis, on va juste mettre la transformation. Ok? Parce que, tout simplement, sinon on répète 2 fois le même mot et c'est pas correct. Là, ici, on n'est pas exactement correct quand on dit l'oxydation du benzaldéhyde en acide benzoïque. Ok? Question 5. Donc, associé à chacune des 2 molécules benzaldéhyde et acide benzoïque, l'un des 2 spectres infrarouges reproduit ci-après en expliquant la démarche suivie. Ok, donc pour ce faire, là pareil, on va tout simplement regarder les bandes d'absorption. Ok, on regarde les bandes d'absorption présentes sur le spectre 1, présentes sur le spectre 2. Ok, donc là on en a beaucoup, on va analyser une par une. Et après, une fois qu'on aura analysé une par une ces bandes, et tout simplement, le but ça va être de retrouver comme ça, ça nous permettra de retrouver les différentes liaisons et donc de déterminer l'espèce chimique, ok, qui est présente. Donc, c'est parti mon kiki, on va faire spectre par spectre, comme je vous ai dit. Ok, donc spectre 1. Donc, qu'est-ce qu'on relève? On va mettre qu'on relève. Donc, on a un pic ici d'absorption qui est tout simplement fin et donc également, donc on enlève une bande d'absorption qui est fine mais également courte. Ok, autour donc ici de 3400 cm-1. Donc, du coup, ça c'est qu'on peut relever entre 3200, autour de 3400 même, cm-1. Donc, à 3400 cm-1, voilà, on a donc une bande d'absorption faible et fine. Ensuite, donc, autour de 3100 cm-1, donc, on relève cette fois-ci une bande d'absorption qui est forte, ok, mais toujours fine, ok, bravo. Donc, 3100 cm-1, on a une bande d'absorption, donc ici, qui est toujours, qui est cette fois-ci fine, toujours, mais plus forte. Ou moyenne, si vous voulez. Après, donc, quand on se ramène donc autour de 2800 cm-1, donc on va même mettre entre 2900 et 2700, donc 2900 et 2700 cm-1. Donc cette fois-ci, on a une bande
Enfin, on a des bandes. On a deux bandes. On a deux bandes d'absorption. Donc, à 2900, on en a une. En 2700, on en a encore une autre. Et donc, elles sont toutes les deux pareilles, plus ou moins. Donc, on a une bande d'absorption cette fois-ci qui est fine. Et donc, forte, toujours. Et on peut répéter la même remarque. Enfin, là, donc, autour de 1700 cm-1. Donc, on a une forte bande d'absorption. Très forte bande même d'absorption. Donc, 1700 cm-1. 1600. Ok. 1700, 1600 cm-1. Donc, on a une bande d'absorption fine, mais forte. Même très forte d'ailleurs. Ça, c'est ce que nous pourrions constater. Et après, donc, après, ce sont des petites bandes. Ok. Ça, c'est pour le spectre 3. Donc, on va regarder à peu près à quoi ça correspond. Donc là, du coup, pour cette liaison-là, entre 2900 et 2700 cm-1, donc là, on a la présence ici, tout simplement, d'une liaison CH, donc de CHO, qui correspond donc à un aldéhyde. Premièrement. Ensuite, donc, deuxième chose que nous avons, donc, c'est cette fameuse bande assez fine et forte, donc autour de 3100, comment dire, 3100 cm-1. Alors bon, j'ai dit fine et forte, en soi, elle est même moyenne, on peut dire. Donc, ça veut dire qu'on a un carbone trivalent, ok? Donc ici, carbone trivalent. Donc ici, on a un C lié à un H, ok? Et puis, donc c'est ce que nous avons relevé, 3400 cm-1. Donc, on a une bande d'absorption faible et fine. Donc là, 3400 cm-1, il vous indique pas, ok? Et puis, donc, environ de 1700-1600 cm-1. Donc, on a présent d'une bande très forte, ok? Alors, on précise pas, comment dire, si elle est fine ou si elle est pas fine. Donc, ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire qu'ici, on a une liaison CO. Donc, d'un aldéhyde ou d'une cétone. Hein. Donc, bah, du coup, ça veut dire qu'ici, cette espèce-là, c'est tout simplement notre benzaldéhyde. Alors, on va faire l'analyse on va faire une analyse identique pour le spectre 2. Pour le spectre numéro 2, donc on va continuer la même analyse, on va continuer sur la même analyse. Donc là, on a la présence d'une longue, enfin d'une bande moyenne et donc large entre 3200 à peu près et jusqu'à 2100 et en partant de 2500 en nombre d'ondes. Ok, donc on a une large plus moyenne, alors on peut dire moyenne forte. Donc bande d'absorption entre 2500 et 3200 cm-1. Donc ce qui est K. Donc là, c'est le premier élément qu'on peut relever. Deuxième élément qu'on peut relever. Donc là, on a une très forte, donc très forte et fine bande d'absorption autour de 1700 cm-1. Donc très forte bande d'absorption à 1700 cm-1. Enfin, autour, hein. C'est pas exactement 1700. Et puis, donc, on a présent de différentes bandes d'absorption très fortes, entre 1300 à peu près, et donc, ça débute autour de 1500, ok? Donc, entre 1500 et 1300 cm-1, donc, on a tout simplement de très fines et fortes bandes d'absorption. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui peuvent être intéressants? Donc là c'est les gros éléments qu'on peut voir. Alors du coup, on regarde dans la table. Ok, on regarde dans la table pour savoir à quoi ça correspond ces bandes d'absorption. Donc entre 2005 et 3500, donc ça représente une liaison OH de type acide carboxylique. Ok, donc là ça veut dire qu'on a un acide carboxylique. Donc liaison OH. Ensuite, on a une très forte bande d'absorption, donc 1700 cm-1. Donc, très forte bande d'absorption autour de 1700 cm-1. Donc là, ça veut dire qu'on est en présence tout simplement d'une liaison double CO, qui est caractéristique d'un acide carboxylique. Donc, acide carboxylique, donc liaison double CO. Et enfin, donc entre 1500 et
entre 1300 et 1500 cm-1. Donc là, du coup, on a tout simplement 3 à 4 bandes, donc ce qui est caractéristique d'une liaison carbone-carbone d'un cycle benzéique. Ok, donc ici on a une liaison carbone-carbone d'un cycle benzéique. Benzénique, pardon. Donc ça veut dire que si ça ce spectre-là, il correspond à de l'acide, donc tout simplement, donc là c'est de l'acide benzéique, ok, benzonique, benzoïque. Voilà, donc ça c'est pour les deux spectres, pour identifier à quelle molécule on a affaire. Voilà, donc là, voici les gros indices qu'on pouvait repérer. Après, il y en a qui vont mettre d'autres indices plus pointueux, mais donc ça c'est vraiment les grands indices qu'on peut repérer et qui peut permettre de différer, enfin de faire la différence entre ces deux molécules. Donc question 6 qui est très intéressante, qui va vous rappeler des éléments de seconde d'ailleurs. Indiquer les dépôts qui pourraient être effectués sur la plaque de chromatographie pour effectuer cette analyse et l'allure donc du chromatogramme obtenu si le benzadéide est pur ou s'il est partiellement oxydé. Donc là, on va faire d'abord les deux chromatogrammes. Donc un représenté, un pour le benzadéide partiellement oxydé et un autre pour le benzadéide qui est totalement oxydé. Donc voilà, on en présente un de cette façon-là. Donc juste là. On en présente un autre juste là. Alors on va d'ailleurs modifier parce que c'est pas la même taille. On va en présenter un autre juste là, juste en dessous, et ça sera bon. Alors, voilà donc tout simplement les chromatogrammes. Donc voilà comment ça se... Alors, dans la vraie vue, voilà comment on présente. Et donc sur un schéma, ça donne ça. Ok, bravo. Donc là, pareil, encore une fois, pour tout ce qui est chromatogramme, chromatographie sur couche mince, vous revoyez bien la vidéo de secondes afin de tout bien comprendre de ce que je vais dire là. Ok, parce que là, du coup, on n'a pas spécialement fait de révision là-dessus. Et bon, comme c'est une notion que j'aborde déjà en secondes, c'est pour ça que je ne l'ai pas revue dans le détail. Donc là, revoyez bien cette vidéo-là. Alors, je suis en train de poser la question, je vais peut-être vous la mettre aussi pour les premiers aspects. Comme ça, bon, si vous n'avez pas envie de chercher dans la playlist de secondes, vous pourrez très bien aussi la retrouver dans la playlist des premières spécialités. Bon, en tout cas, en ce qu'il en est, du coup, on va voir la ligne pour le produit pur. On va voir la ligne, on va mettre le produit impur, ok, donc qui a été tout simplement qui a été oxydé, et le produit obtenu, lorsque tout simplement le benzadéide est censé être pur. Et lorsqu'il est partiellement oxydé, donc on va mettre le produit pur, on va mettre le produit oxydé et le produit partiellement oxydé. Donc, du coup, ça va faire que lorsqu'on va faire une chromatographie, on va déposer comme ça une goutte dans chacune des gouttières, parce que 1, 2, 3, c'est censé représenter des gouttières. Et chacune des gouttes, en fonction de leur poids, donc vont tout simplement migrer plus ou moins loin. Plus elle va être petite la goutte, plus elle va tout simplement migrer loin, et plus elle va être grosse, moins elle va migrer. Ok, elle migrera moins facilement. Donc du coup, lorsqu'il va être pur, et du coup il aura moins d'impureté, donc il est censé être plus léger, et donc il va migrer plus loin. Voilà, donc il va migrer, on va dire, à cette hauteur-là. Là, il n'y a pas de précision sur les hauteurs, donc on fait comme on veut. Lorsqu'il est oxydé, donc c'est-à-dire il aura plus de poids, et donc tout simplement, lorsqu'il est partiellement oxydé, c'est-à-dire qu'il aura moins de poids, et donc tout simplement, il va aller plus par là. Il aura plus de poids, et donc il ira plus par là. Ok, il sera plus bas qu'ici. Et après, lorsqu'il est tout simplement le produit, lorsqu'il est pur, il sera à la même hauteur que le produit pur, si on en est certain. Voilà, ça sera la même hauteur puisque c'est le même produit. Là c'est pur et là c'est le produit qui normalement est censé être pur. Maintenant dans un cas où c'est partiellement oxydé, donc on va mettre le produit pur ici, on va mettre le produit donc partiellement oxydé ici, et donc le produit oxydé ici, et donc pour le produit obtenu, il sera partiellement oxydé, c'est-à-dire qu'on aura une partie ici et une partie ici sur le chromatogramme. Ok, ça va se diviser parce qu'en fait quand un produit est partiellement oxydé, le mot partiellement il veut tout dire, c'est-à-dire qu'en fait on aura une partie du produit qui sera oxydé, une partie du produit qui ne le sera pas et donc restera pur. Donc c'est-à-dire de base on a un mélange entre ces deux produits-là et donc ça va se défaire au cours de la chromatographie. Et donc la partie non oxydée va monter plus loin jusqu'à arriver au même niveau que si c'est pur. Puis la partie non oxydée elle va rester au même niveau que la partie oxydée. Bon, let's go maintenant, donc deuxième partie, partie 2, enfin, vous allez me dire. Donc on va s'intéresser cette fois-ci tout simplement donc à l'utilisation du verre malachite en aquaphilie, ok, en aquariophilie. Donc le verre de malachite peut être utilisé comme traitement dans le cas de si on a la maladie du point B, ok, du point blanc, pardon, contracté notamment chez les poissons pour le coup, dans les bassins d'eau douce. Mais il est nécessaire d'éliminer tout simplement le surplus de verre de malachite à la fin du traitement, en utilisant donc un charbon actif. Pour cela, donc tout simplement, une analyse de l'eau du bassin est réalisée pour déterminer la concentration restante en verre de malachite, et donc un extrait du cahier de laboratoire du technicien responsable est fourni ci-après. Donc c'est ce qu'on voit c'est ce que vous voyez tout en dessous.
Pareil, je vous mettrai le lien dans la description, j'ai oublié de vous le dire avant, mais je mettrai le lien dans la description du sujet avec le corrigé, afin que vous puissiez le réaliser tranquillement. Ok? Et donc que vous puissiez vous corriger autant que vous voulez, comme ça vous amuse. Alors le corriger, soyez pas étonnés, s'il y a des choses un peu différentes, c'est normal, il est plus développé que ce dont j'ai fait. Mais les deux versions sont bonnes à prendre, ok? Là, ce que je fais, c'est version, on va dire, d'élève, donc rédigé tout simplement. Mais après, bien évidemment, ce qui est fait dans le corrigé, c'est une version prof, donc plus détaillée. Voilà. Alors, du coup, question 1, déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière apportée par le verre de Mahachit de la solution aqueuse fabriquée par un technicien à l'étape numéro 1. Donc, à l'étape numéro 1, il nous dit quoi? Eh ben, il nous dit qu'il a préparé un volume V de 500 ml d'une solution aqueuse, donc du masse M égale 1,8 mg de verre Mahachit donc solide. Et donc, cela concerne, cela donc est équivalent à la solution mère. Alors, du coup, qu'est-ce que je cherche? Donc, le but, c'est de chercher tout simplement la concentration en quantité de matière apportée par le verre de malachite. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le volume et j'ai la masse, ok, du verre de malachite solide. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je me débrouille pour avoir la masse molaire, pour avoir la concentration en quantité de matière, et non pas ici la concentration en masse qu'on pourrait obtenir. Et donc, cette masse molaire, elle vous est donnée au tout début du sujet. Donc là, on va s'en servir pour le coup. Alors, c'est parti, mon kiki. On va mettre d'abord ce que l'on cherche. Donc, on cherche la chose suivante. Donc, on cherche grand C, donc concentration en quantité de matière, donc du verre de malachite. Donc, le verre de malachite, comme je l'ai dit, on cherche la concentration. Donc, on va mettre ce que nous avons. Donc, on a le volume V, c'est 500 ml. Donc, on va convertir tout de suite, ça fait 500 10 puissance 3, 10 puissance moins 3 litres. Et donc, j'ai tout simplement la masse, 1,8 mg. Ok, donc là, je convertis en grammes, ça fait 1,8, 10 puissance moins 3 grammes. Or, donc vous savez que, d'une part, donc avec ces deux données-là, on peut calculer une concentration en masse. Donc, vous savez que Cm, c'est la masse sur le volume. Mais moi, je cherche la concentration tout court, la concentration en quantité de matière. Donc, la concentration en quantité de matière, c'est quoi? Ça sera tout simplement. Mais moi, ce que je cherche, c'est la concentration en quantité de matière. Et donc, la concentration en quantité de matière, vous savez, c'est la concentration en masse divisée par la masse molaire. Il vient donc que grand C, c'est donc Cm sur grand M, c'est-à-dire donc la masse divisée par volume, divisée par la masse molaire. Ce qui veut dire que grand C, c'est égal donc M sur V, donc multiplié par 1 sur M, sur grand M. Ok, bravo. Et donc, ce qui nous donne, donc grand C est égal M sur V, grand M. Ok, bravo. Donc, on peut la laisser comme ça, mais nous, on va préférer plutôt comme ça. Comme ça, c'est mieux. Là, pareil, si vous l'écrivez comme ça, c'est bien, mais en général, on va quand même préférer cette formule-là qui est beaucoup plus, on va dire, même mathématiquement parlant, d'ailleurs, beaucoup plus simple, parce qu'on n'aime pas trop les répétitions de fractions. Donc, c'est parti, mon kiki. Ça fait donc grand C égale la masse, donc 1,8 10 puissance moins 3, que je divise par le volume 500 10 puissance moins 3, multiplié par la masse molaire. Donc, la masse molaire, elle est donnée au tout début du sujet. Donc, grand M égale donc 364,0 grammes par mol. Donc, ça fait 364, fois rien du tout. Ok. Et donc, grand C égale la chose suivante. Donc, ça nous fait la chose suivante. Donc, on obtient 9, donc là, on va arrondir à deux chiffres significatifs. Donc, 9,9, 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc, ça, c'est la concentration de la solution mère. 9,6 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Alors, question 2. Donc, il s'agit de savoir si tout simplement la modélisation effectuée à la question 3 est en accord avec la loi de Beer-Lambert. Ok, voilà. Et donc, une fois qu'on a expliqué si la modélisation est bien en accord avec cette loi, il s'agira donc de donner son énoncé avec le nom des grandeurs et les unités. Ok. Donc, étape 3, tout simplement, le technicien, il fait quoi? En fait, on nous dit par dilution de la solution mère, donc j'ai préparé une gamme étalon de 4 solutions, donc j'ai mesuré l'absorbance A, et donc on a tout simplement obtenu le graphe suivant. Ok, voilà. Et donc, avant l'étape 2, bien évidemment, il a cherché la longueur d'onde la longueur d'onde maximale d'absorption de la solution, et donc il a trouvé 625 nanomètres, et il va donc choisir par conséquent cette longueur d'onde pour travailler. Ok, donc jusque là, bon, on n'est pas... Là, pour l'instant, c'est pas en désaccord avec la loi de Beer-Lambert. Pour l'instant, on se place bien à la longueur d'onde maximale de travail. Pour travailler. Et là, qu'est-ce qu'on constate sur cette étape 3? On constate que, tout simplement, donc, il suffit de regarder l'équation de la droite. Donc, l'équation de la droite obtenue par Hussiel. Ok. Donc, avec tableur,
Donc le technicien obtient A égale 0,8,2. Donc 8,2, 10 puissance 4 fois C. Ok. Mais A, vous vous rappelez, c'est leur donnée. Donc c'est Y égale 8,2, toujours 10 puissance 4, multiplié par C. Par C, c'est quoi? C'est la grandeur de l'abscisse. Donc ça équivaut à X en mathématiques. Ah bah tiens, j'ai Y égale 8,2 10 puissance moins 4 fois X. Ah bah tiens, j'ai un nombre multiplié par X qui me donne leur donnée. Et bah on est en présence donc d'une équation droite qui passe par l'origine du repère. De plus, donc, on a un R carré. C'est égal à 0,419. Donc R carré égale 0,419. Et donc en général, quand le R carré, là c'est une autre façon de vérifier que on est en accord. Donc de façon générale, quand vous avez un R carré que supérieur, on va dire à 0,9, de toute manière, la modélisation, on pourra dire ça comme ça, donc est correcte. Ainsi, donc, d'après tableur, j'ai une équation droite, donc avec tout ça, qui est de la façon suivante, A est égal à K fois C, voilà, ou bien Y égale 8,2 10 puissance 4 fois X, donc ce qui signifie que la droite elle passe par l'origine du repère et qu'on a une proportionnalité entre A et C, ok. Donc du part on a A et C proportionnels, donc c'est bien en accord avec loi de Beer-Lambert. De plus, R carré il est égal à 0,89, qui est bien supérieur à 0,9, donc la modélisation est correcte également. Donc bien en accord avec la loi de Beer-Lambert, toujours. Voilà. Et du coup, la loi de Beer-Lambert, elle dit quoi? Elle dit que pour des solutions diluées, dont les concentrations sont inférieures à environ 10-2, 10-3 mol par litre environ, et même 10-1 d'ailleurs. On peut aller jusqu'à 10-1 comme ça. Donc pour des solutions diluées, dont les concentrations sont inférieures environ à 10-1 mol par litre, et tout simplement, l'absorbance de la solution est proportionnelle, donc tout simplement, à son concentration. Voilà, donc ça c'est pour cette question 2. Voilà, donc c'est nickel. Maintenant, donc, on va passer à la question numéro 3. Et donc, c'est la question qui m'intéresse le plus dans ce sujet-là. Donc là, on va revoir. Là, pareil, ça permet de revoir un certain nombre de relations. Vous voyez? Donc là, ça fait plaisir de revoir un certain nombre de choses. Et comme ça, vous-même, vous voyez si en fin d'année, vous êtes à l'aise avec tout ce qu'il faut en chimie. Ok? Là, clairement, dans ce sujet, on a pu réutiliser toutes les relations quasiment vues d'année, sauf le titrage de l'équivalence. Voilà. Mais quoique dans le sujet du DS que je vous donne, il y a une équivalence. Donc, si vous voulez faire le sujet du DS que je vous donne, donc, il est dans mon drive, c'est DS4. Donc, allez-y, il y a le corrigé de toute manière maintenant. Tout est à jour. Donc, vous pouvez travailler. Donc, question 3. Déterminer le nombre de sacs de charbon actif de 500 grammes que doit utiliser le technicien pour éliminer le verre de malachite restant dans l'eau de bassin. Sachant que, on vous dit juste avant, le volume du bassin, donc V bassin, qui est égal à 1,22 10 puissance 4 litres. Et on considère ici que 1,0 g de charbon actif peut alors piéger 10 mg de verre de malachite. Ok, bravo. Donc, première étape. Là, c'est une vraie question qui, en général, met beaucoup de gens en difficulté parce que ils voient pas comment faire. Donc là, quand c'est comme ça, il faut regarder toutes les données. Et première donnée, on va regarder l'étape 4 en fait. Tout simple que ça. Et donc, à partir de l'étape 4, je vais essayer de déterminer, tout simplement, la quantité matière, donc du verre de malachite, tout simplement, de l'eau de bassin, ok, puisque je trouve que, tout simplement, l'absorbance de l'eau de bassin, c'est 0,67, ok, et à l'aide de la loi de Beer-Lambert établie dans ce cas-là, je peux retrouver la concentration, ok. Une fois que j'ai retrouvé la concentration, donc à l'aide de ma formule N est égal à C fois V, et je peux donc retrouver la quantité matière. Et une fois que j'ai la quantité de matière, comme j'ai la masse molaire, et dans ce cas-là, il suffit maintenant de déterminer la masse, ok, puisque j'ai la quantité matière, j'ai la masse molaire, donc je peux déterminer tout simplement la masse. Et après, donc, je verrai le nombre de sacs que cela fait. Alors, c'est parti mon kiki, on va tout de suite mettre en application pour que vous puissiez voir la chose. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à un exercice qu'on avait fait dans DS1. Vous vous souvenez avec, je sais. Alors là, je crois que c'est il me semble que c'était pas du chlorure de sodium. C'était ce coup-ci avec le sulfate de cuivre anhydre. Et donc, il fallait éliminer. Donc, c'est exactement le même type de question. Donc, première étape. Là, c'est exactement la même démarche que depuis le début de l'année. Donc, on cherche C. Donc, c'est au bassin. Donc, la concentration, encore une fois, en verre de malachite dans l'eau du bassin. Donc, pour cela, on a A qui est égal à 0,67. Donc, A au bassin, bien évidemment. Donc, ici, c'est absorbant, ça n'a pas d'unité. GK, donc, j'ai retrouvé graphiquement, c'est 8,2. 10 puissance 4. Donc, ici, attention, on est en litres par mol. Et donc, à l'aide de ma relation, or, tout simplement, A égale K fois C.
soit A égale tout simplement 8,2 10 puissance 4 fois C, on peut donc retrouver la concentration. Donc C, ça sera égal à A divisé par 8,2 10 puissance 4. Ce qui veut dire C est égal à l'absorbance 0,67 divisé par 8,2 10 puissance 4. C est donc égal à la chose suivante. Donc là, on effectue le calcul très rapidement. Donc 0,67 divisé par tout simplement 8,2 10 puissance 4. Une fois que j'ai fait le calcul, donc on arrondira à deux chiffres significatifs. Donc là, on trouve 8,1, 8,2 même, on va arrondir, fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration molaire. Tout simplement en verre de malachite dans l'eau. Ensuite, donc, deuxième étape, une fois que j'ai la concentration, et l'étape qui consiste, enfin l'étape après, donc c'est d'avoir tout simplement la quantité de matière. Étant donné que je connais le volume d'eau du bassin, c'est super. Donc on cherche N, la quantité de matière, donc en verre de malachite. Pour cela, donc on a, donc dans l'eau de bassin, donc on a la concentration que nous avons déterminée, à savoir donc 8,2 10 puissance moins 6 mol par litre, et j'ai le volume du bassin. Donc le volume du bassin, on me l'a donné, donc là c'est bien, on me l'a donné en litres, c'est 1,2 10 puissance 4 litres. Or, vous savez que N, c'est égal à C fois V. Donc 6 fois V bassin. Voilà, c'est super. J'ai même pas besoin de bidouiller la formule, juste j'applique directement. Donc ça fera 8,2 10 puissance moins 6 multiplié par 1,2 10 puissance 4. Et donc je retrouve comme ça la quantité de matière. Donc là, rapidement, j'effectue le calcul. 8,2 10 puissance, donc on a dit moins 6, que je multiplie par 1,2 10 puissance 4. Donc je fais le calcul, j'arrondirai ici à deux chiffres significatifs encore. Ça nous fait donc 9,8 10 puissance moins 2. Donc ici on est en mol. Et donc il s'agit de la quantité matière. Une fois que j'ai la quantité matière, et je m'aurais pu trouver la masse. C'est ça le but final. Donc la masse, vous vous rappelez une formule pour déterminer la quantité la masse à partir de la quantité matière. Vous savez que quantité matière, c'est une masse divisée par la masse molaire. Sachant que la masse molaire donc du verre de malachite et que j'ai la quantité matière, je peux déterminer la masse. Donc on cherche maintenant M. Donc on cherche M. On va mettre ce que nous avons. Donc on a N 9,8 10 puissance moins 2 mol. On a grand M. Donc grand M ici, je vous l'avais recopié précédemment, c'est 364,0 g par mol. Or, on se rappelle que N, quantité matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse, tout simplement, c'est le produit de la quantité matière par la masse molaire. Donc la masse est égale à la quantité matière, 9,8 10 puissance moins 2, que je multiplie par 364,0. Et ainsi, donc, je trouverai une masse qui sera exprimée en grammes. Donc là, je fais 9,8 10 puissance moins 2, que je multiplie par 364. Et donc, je vais trouver ici, tout simplement, donc là, on arrondit à deux chiffres significatifs. Donc, je trouve 36 grammes. Ok? Donc, je trouve une masse de 36 grammes en verre de malachite. Et donc, maintenant, on va comme ça déterminer le nombre de sacs qui correspond. Donc là, chose très importante, comme on dit. On me dit que, tout simplement, 1 gramme de charbon actif peut éliminer, tout simplement, au maximum 10 mg de verre de malachite. Ok? Bravo. Donc, du coup, par conséquent, on va convertir cette masse, je vais la convertir en milligrammes. Alors, cette masse, donc, je vais la multiplier par 1000 afin de l'avoir, donc, en milligrammes. Donc, ça fait 36 10 puissance 3, tout simplement, milligrammes. Alors, pourquoi je convertis en milligrammes? Comme ça, ça va me permettre, troisième étape, de déterminer le nombre de sacs que je dois utiliser. Ok? Bravo. On me dit que 1 gramme de charbon actif peut en éliminer 10. Ok? Donc, ici, un sac, il y a 500 grammes de charbon actif. Donc, ça va éliminer tout simplement 5000 mg. Ok? 5000 mg de verre de malachite. Ok? Ici, j'en ai 36 soit 10 puissance 3. Ok? 36 000. Donc, du coup, là, de tête, de façon mentale, on peut se dire, de ce cas-là, il me faudra à peu près 7 sacs. Ok? De façon mentale. Mais, encore une fois, on va poser ça clairement. Voilà, donc on sait qu'un gramme de charbon actif permet d'éliminer au maximum 10 mg de verre de malachite. Donc, ou ainsi, on peut mettre ainsi un sac de 500 grammes de charbon actif, ce que je vais noter CA, permet d'éliminer, donc là, c'est très facile le calcul, 500 x 10, donc 5000 mg de verre de malachite. Voilà. Donc là, on a un sac qui élimine 5000 mg. Donc maintenant, le but c'est de trouver le nombre de sacs qui va permettre d'éliminer
ici 36 fois 10 puissance 3 mg. Donc là, tout simplement, on va faire un petit tableau de proportionnalité très rapide, mais on peut faire un produit en croix. Bon, là, chacun sa méthode, j'ai envie de dire, pour trouver le nombre de sacs. Donc là, on sait que on va mettre le nombre de sacs. Donc on a un sac et c'est que ça élimine 5000 mg. Ok, masse, donc verre de malachite éliminé. Et donc ici, je la mets en milligrammes. Donc c'est 5000. Et donc le but c'est de déterminer le nombre de sacs qui permettra d'éliminer 36 fois 10 puissance 3 mg de verre de malachite. Donc là, le but c'est de faire un produit en croix. Donc pour déterminer cette grandeur là. Donc je fais 1 fois 36 10 puissance 3 ou 36 10 puissance 3 fois 1 que je divise par 5000. Et donc je trouve la chose suivante. Donc là je vais arrondir à l'unité. Et donc en arrondissant à l'unité, on trouve 7. Ok. Donc il faudra tout simplement 7 sacs donc de charbon actif pour éliminer donc tout simplement le verre de malachite. Donc le verre de malachite du bassin. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, c'était assez long. Et donc encore une fois, j'essaie de détailler au maximum parce qu'il y a beaucoup de calculs. Et c'est vrai que tout simplement, c'est pas forcément des calculs évidents, mais c'est des calculs de base qu'il faut absolument maîtriser pour arriver tranquillement en termes d'aspect physique chimie. Et là, je vous montre un aspect de la physique qui est vrai. C'est qu'en terminale, la physique chimie, vous allez voir, c'est beaucoup de calculs. En première, bon, on n'a pas trop fait encore par rapport à ce qui va être en terminale. Mais voilà, donc là, quoi qu'on en a bien fait. Hein. Sur cette chaîne, quand même, on a bien développé l'aspect calculatoire. Mais c'est vrai que c'est pas encore développé au maximum de ce que vous verrez en terminale. En terminale, vraiment, là, l'aspect calculatoire, il se voit beaucoup plus. Donc, là, c'était des petits calculs, des petits bidouillages. L'année prochaine, vous verrez, vous ferez du bon bidouillage, des gros bons bidouillages. Donc, il faut être à l'aise un petit peu avec la partie calcul en physique-chimie. Et c'est pour ça qu'il est vivement recommandé l'année prochaine pour tous ceux qui gardent en physique-chimie en SP, de pouvoir avoir de pouvoir prendre la SVT ou en SP, mais des maths. Surtout maths, parce que les maths, en physique, pour faire la physique, vous voyez, c'est tellement important. Ne serait-ce que le raisonnement, la logique des choses, et c'est purement des maths en fait. Voilà, c'est des choses qu'on apprend en maths et pas dans une autre matière. Enfin, oui, peut-être en enseignement scientifique, et encore en enseignement scientifique, c'est bâclé, je vais vous dire. Enfin, c'est une vérité, hein, c'est bâclé le truc. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balance à toi en mathématiques et en sciences.